vous propose de débuter si vous voulez bien. On a déjà pris un petit peu de retard et je voudrais pas qu'on nous coupe complètement l'herbe sous le pied. Bonjour, bienvenue. Donc on reprend la présentation qu'on vient de faire donc avec Valériane et Abdel. Je remercie à nouveau donc le CSO et l'ARS qui nous permettent aujourd'hui de vous faire cette présentation sur l'activité physique dans le contexte de l'obésité et du surpoids. Donc cette présentation vous est réalisée par le comité de zone Languedoc-Roussillon de la Société française des professionnels en activité physique adaptée, donc qui a 3 mots-clés, c'est un réseau, c'est un métier, c'est une expertise. Le réseau, c'est une association de 1000 enseignants APA dans toute la France, c'est 14 comités de zone qui sont les représentants des interlocuteurs en région, c'est un site internet, c'est une newsletter, c'est un comité de pilotage national constitué comme un peu toutes les associations en 1901, c'est surtout 6 commissions spécialisées dont une particulièrement centrée sur les problématiques métaboliques du diabète et de l'obésité, et ces différents groupes de travail que je vous passe. Le métier, on en parle beaucoup en ce moment. Enseignant en activité physique adaptée, oui, c'est un métier diplômé, issu de la filière universitaire STAPS, à Bac+3, Bac+5 ou Bac+8. C'est une véritable spécialité professionnelle, avec des prérogatives déterminées par la loi, donc l'enseignement des activités motrices, physiques, sportives ou artistiques, des publics âgés, malades chroniques, en situation de handicap ou en difficulté d'insertion sociale, à des fins préventives, thérapeutiques, éducatives, de rééducation, de réadaptation, de réinsertion ou de participation sociale. Ce métier, bien évidemment, il est défendu par l'association sur la base des échanges en termes de bonnes pratiques en activité physique adaptée santé, la mise en relation entre employeurs-employés, ça peut peut-être intéresser certains dans la salle, et puis différentes autres missions que nous avons mis en place ces dernières années. C'est aussi une expertise, c'est la participation aux propositions faites par la Société française de santé publique pour le PNNS 2011-2015, c'est la participation au groupe de relecture des travaux de la HAS sur l'obésité de l'enfant et de l'adulte. Et puis c'est également la participation à la rédaction des catalogues des actes de rééducation faites par la TIH. Aujourd'hui, donc, cet atelier qu'on va essayer, qu'on voudrait interactif, vous est donc présenté par moi-même, référent régional, Abdel et Valériane. Je vais passer rapidement sur les recommandations OMS en matière d'alimentation et d'activité physique. Je pense que vous connaissez tous ça. La mauvaise alimentation, la sédentarité, 2 facteurs principaux dans de nombreuses maladies chroniques, et notamment le surpoids, l'obésité. La stratégie sur l'activité physique et la nutrition développée par l'OMS depuis une dizaine d'années, c'est promouvoir une saine alimentation, un mode de vie plus actif pour prévenir un certain nombre de problèmes de santé, notamment maintenir un poids sain, réduire la graisse abdominale et lutter contre l'obésité. Alors, on l'a déjà présenté tout à l'heure, mais je vous le refais ici. On résume assez souvent le problème de l'obésité au problème de la balance énergétique. Alors, c'est un des problèmes, effectivement. Il y a un déséquilibre énergétique entre les apports et les dépenses. Les enjeux sont importants en termes de prévention et de limitation des complications à long terme. On parle des limitations fonctionnelles, des problèmes cardiovasculaires, métaboliques, ostéo-articulaires, respiratoires, la prévention de certains cancers aussi, qui est liée au surpoids ou à l'obésité, l'ensemble des répercussions psychologiques et sociales, et puis l'altération de la qualité de vie et surtout l'augmentation à long terme du coût de santé, direct ou indirect. Le problème de cette balance énergétique, c'est que on se focalise beaucoup sur donc les dépenses énergétiques insuffisantes et puis l'apport en excès qui induit ces déséquilibres de balance et ce surpoids, l'obésité avec les complications, les coûts sociaux. Et puis on rentre dans ce modèle-là, l'activité physique comme un régulateur de la dépense énergétique d'un côté, et puis on rentre aussi l'équilibre alimentaire, ce qui régule les apports alimentaires, on rééquilibre la balance et on contrôle le poids. C'est une vision intéressante qu'on ne peut pas oublier, mais qui est assez limitative quand on connaît la complexité en jeu dans l'obésité, et on fait rentrer l'activité physique sur la problématique du poids. C'est-à-dire le poids devient le motif prioritaire pour le soignant, comme pour le patient. Il faut perdre du poids, et si possible, il faut le perdre vite. Alors, ça induit une certaine responsabilité individuelle pour le patient. C'est-à-dire, en gros, c'est un petit peu de sa volonté de se remettre à l'activité physique. C'est un petit peu lié à sa motivation personnelle, c'est son autodétermination à s'engager dans un programme d'activité physique, et au final, on a une certaine culpabilité induite, plus ou moins volontairement, par le soignant, par le patient lui-même, liée à cette représentation unique, centrée sur le poids et sur la balance énergétique. Or, on sait que
les niveaux de preuves scientifiques sur la perte de poids, qu'elle soit associée liée à l'activité physique, qu'elle soit associée ou non à une alimentation, ces preuves sont relativement faibles. Et donc au final, on va mettre comme motif principal la perte de poids, la balance énergétique, alors que globalement, ça marche pas très bien sur ce plan-là. Et donc on induit chez le patient finalement une attente qui va être compliquée à atteindre. Voici la complexité présentée dans le rapport qui a été publié par le Sénat, la complexité des déterminants de l'obésité. Et vous voyez qu'on est très loin de la simplicité de la balance énergétique. Je ne vous détaille pas tout ce qu'il y a sur ce graphe. Et de l'autre côté, on a la complexité de la mise en place d'une activité physique régulière. Et on voit bien que l'activité physique aussi, elle dépend de l'individu, de son environnement proche, et puis de tout l'environnement structurel qu'il y a autour. Et donc, c'est pas si simple de prescrire une activité physique chez le patient obèse. Cette complexité, donc, elle entre dans le cadre des modifications durables du style de vie. C'est un enjeu complexe de santé publique. Ça nécessite une approche pluridisciplinaire. Vous avez vu sur le graphe de tout à l'heure, c'est certainement plurisectoriel également. Ça interroge nos pratiques, parce qu'on n'est pas très bon, parce que ça marche pas bien. Quand on prescrit de l'activité physique ou quand on oriente une personne en surcharge pondérale vers l'activité physique, on n'est pas très bon. Et donc ça nous invite au partage d'expériences. Et donc cet atelier aujourd'hui, j'aimerais qu'il soit un petit peu interactif. Et donc même si vous êtes en cours d'après-midi, un peu loin de la digestion, un peu en plein dedans la digestion, qu'on puisse quand même échanger sur nos expériences. Premier échange, j'aimerais bien que certaines personnes de la salle puissent nous faire part de leur expérience en matière d'incitation à l'activité physique pour les personnes en surpoids ou obèses, que vous soyez en institution ou en libéral, juste en quelques mots, 2-3 mots, c'est quel professionnel qui se charge de ça, selon quelle organisation, quels moyens, éventuellement, si vous percevez l'efficacité de l'intervention que vous mettez en place. Est-ce qu'éventuellement, il y a quelqu'un qui oserait prendre la parole en premier pour... Ça va que j'ai prévu pas mal de diapositives. Juste, à l'endroit où vous travaillez, est-ce qu'on fait de l'incitation à l'activité physique? Qui s'en charge? Et puis globalement, en 2 mots, c'est quoi les moyens et... Je posais une question, je ne disais pas que je voulais répondre, mais bon, je réponds quand même. Non, mais en fait, moi je suis médecin nutritionniste et... Parce que quoi? Écoute, pour ma carrière politique, ça ira, c'est pas peut-être préjudiciable. Oui, donc en fait, moi je suis médecin nutritionniste en libéral et je mets l'accent sur l'activité physique parce que ceux qui m'ont appris la nutrition m'ont fait le schéma de la dépense énergétique, etc., le métabolisme de base. Donc pour moi, on n'a pas beaucoup le choix. Donc voilà. Donc j'essaye de l'expliquer aux patients en disant après on a le choix du type d'activité physique qu'on fait, mais il faut qu'ils se mettent dans la tête que tôt ou tard il faut qu'ils intègrent ça dans leur. Moi j'ai pas des obèses à 40 d'IMC, j'ai des obèses à 32, à 30, voilà. Donc j'essaye de leur dire ça. Donc je leur explique, je leur propose, je simplifie parce qu'ils pensent que ça doit être très intense. Moi je leur montre que ça peut être très simple. Ça peut même ne pas coûter d'argent de faire le minimum recommandé. Et puis moi j'ai une impédance Tanita avec colonne, et je peux vous dire, je n'ai pas de part et d'action dans les impédances, mais c'est merveilleux, parce que c'est vraiment, on peut le voir, et ça les encourage vraiment. Ah oui, 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 et c'est très, en tout cas il y en a beaucoup que ça encourage en fait, parce qu'on peut le voir après. Merci beaucoup de cette intervention. C'est important de donner le message, faire passer le message, redire le message, redonner le message, tout en faisant attention à ce que ce ne soit pas contre-productif non plus. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui souhaite faire une rapide intervention sur son expérience de l'incitation? J'avance sur autre chose. Donc activité physique et activité sédentaire, vous connaissez la distinction entre les deux. D'un côté, on s'appuie sur, notamment les travaux de l'OMS, mais pas que, l'activité physique comme toute activité musculaire susceptible d'induire une dépense énergétique. Et on différencie de l'activité sédentaire, toute activité de la vie quotidienne qui a une dépense énergétique proche de la dépense de repos, donc assis ou allongé. Les comportements sédentaires, c'est tout ça. Donc il y a des comportements sédentaires qui sont un peu utiles à la vie, notamment le partage d'un repas en famille à table, je crois qu'on conseille ça dans les conseils nutritionnels. Et puis il y en a d'autres qui sont peut-être un peu moins utiles, sur lesquels on peut jouer. L'activité physique dans ces différents contextes, donc
domestique, quotidienne, activité de loisir, activité physique adaptée ou médicalisée, activité professionnelle, et puis bien évidemment le PS et le sport. Personnellement, je les avais glissées dedans sous réserve qu'elles aient un impact sur le niveau d'activité physique, et tout à fait, c'est possible. J'ai inclus là-dedans notamment la découverte de l'environnement, les visites de cathédrales où il faut monter des marches, ce genre de choses. C'est à ça que vous pensez? Mais c'est important de le dire parce que ça permet d'introduire un objectif qui est différent de celui de la santé. C'est-à-dire que vous allez atteindre un objectif de santé par un objectif qui n'est pas sanitaire au départ. Et donc c'est assez subtil. Alors je vais vous présenter quelques outils qui nous permettent de déclencher la discussion. Alors c'est pas des outils révolutionnaires, hein, j'ai voulu volontairement des outils simples qu'on puisse utiliser. Tout à l'heure je l'ai fait remplir un petit peu aux gens qui étaient dans la salle. Je vais vous faire passer cette épreuve-là parce que ça nécessite de se remémorer ce qu'on a fait la semaine dernière. Et comme on est déjà un petit peu en retard, je vais juste vous présenter le principe. Donc sur un semainier, on va répercuter l'ensemble des activités physiques et sédentaires qu'on a eues sur les 7 derniers jours. Donc, tout à l'heure, j'ai demandé aux gens de remplir sur ce semainier. Donc, il faudra faire l'exercice en rentrant chez vous. Il y aura une interrogation écrite la semaine prochaine. Sur donc le temps passé assis, avec les différentes conditions où on est assis. Et puis, on donne des exemples. Ce qui nous permet de calculer un temps global, un temps total d'activité sédentaire. Vous aurez noté que sur le semainier, on s'arrête à 23 heures. Donc, a priori, on ne compte pas la durée de sommeil sur ce décompte-là. Mais vous voyez que ce type de semainier, si je le fais remplir à un patient, assez rapidement, je vais voir comment s'organise sa semaine, où sont les activités sédentaires, où sont les activités physiques. Sur les activités physiques, on va remplir avec le patient un certain nombre de domaines différents. Et je vous invite vraiment à le faire pour vous-même, parce que quand on l'a fait pour soi, on se rend compte déjà que c'est pas simple forcément à remplir, c'est pas simple de se rappeler ce qu'on a fait les 7 derniers jours. Et puis quand on l'a fait pour soi, ça permet de discuter avec le patient un petit peu différemment. Ce genre d'échelle, c'est tout simple, mais mes habitudes de vie par rapport à l'activité physique, je suis très inactif, voilà. C'est un item, 5 cotations, mon niveau d'intensité globalement, ça permet d'enchaîner, d'induire la discussion. Sur le semainier, là, on a demandé tout à l'heure aux personnes de différencier ce qui était de l'ordre des activités intenses, des activités modérées et des activités de la marche. Alors pourquoi j'ai différencié ça comme ça? Parce que l'utilisation du semainier qui est fait derrière est orientée vers l'IPAC, qui est un questionnaire d'activité physique validé, qui n'est pas forcément validé dans le suivi individuel, c'est plus un questionnaire de type épidémiologique, mais qui apporte quand même un certain nombre d'informations. Et donc on va utiliser le semainier pour extraire les données qui vont nous permettre de calculer la dépense énergétique du questionnaire. Donc là on avait retrouvé tout à l'heure le semainier. Vous noterez au passage, merci pour l'approche culturelle de tout à l'heure, la petite traduction des phrases en haut à droite, c'est si jamais dans la pièce il y a des gens qui ont une petite sensibilité culturelle un peu différente, vous excuserez juste la dernière ligne qui est une traduction Google qui n'a pas été révisée, donc je ne sais pas si ça veut dire exactement ce que je voulais dire. Voilà ce que ça donne à peu près quand on remplit le semainier. Et donc on arrive à identifier des nombres d'heures passées assis, des nombres d'heures passées au travail, à la voiture. Tiens, là j'ai été à la gym le mardi soir. Un truc qui est intéressant, je prends mon semainier personnel, et si je ne suis pas en situation de surpoids, qu'est-ce qui serait différent dans mon semainier si jamais j'avais 40 ou 50 kilos de plus? Et c'est une façon aussi de communiquer différemment avec son patient, ou avec la personne qu'on côtoie sur son lieu de travail. Dans le cadre du surpoids et de l'obésité, c'est une projection, donc c'est pas la vraie vie, c'est pas véritable. Mais comment je me sentirais si j'avais 50 kilos de plus? Mes activités seraient-elles les mêmes? Est-ce que j'irais aussi facilement à la piscine en maillot de bain? Est-ce que j'irais à la salle de fitness de la même façon? Sur la base de ce semainier, donc, on calcule le nombre de jours d'activité intense modérée, le nombre de jours de marche, tout ça cumulé sur plus de 10 minutes, puis vous voyez qu'on arrive à un temps passé. Sur la base de ce temps cumulé, on arrive à calculer une dépense énergétique, en mètres, plus ou moins importante, et donc un total de dépenses énergétiques sur la semaine. À partir de là, on a des catégories faibles, modérées ou élevées d'activité physique. Donc c'est un questionnaire qui est finalement assez simple, même si là la diapo le montre pas forcément. Une autre façon de procéder, c'est le fil à linge. Donc le fil à linge, je mets sur mon fil à linge des post-it. Alors ça, vous pouvez le faire dans un cabinet, vous tendez 2 fils, vous mettez des feuilles à 4. Et
la personne ou les personnes, si on est sur un atelier d'éducation thérapeutique, vont aller mettre sur leur feuille, sur chacune des feuilles, les activités qui correspondent à la famille en question. Et ça permet d'identifier dans quelle famille il y a ou il n'y a pas d'activité. Donc si on a des comportements à modifier, ça permet de mettre le doigt sur les familles les plus vulnérables, les familles d'activité les plus faibles. On détermine la quantité d'heures, approximativement l'intensité. Donc c'est vraiment des outils, ça c'est pareil, c'est un outil pratique, ça n'a rien de validé, mais ça permet de déclencher la discussion. Voilà ce que ça donne à peu près quand c'est rempli. Et donc voilà, on peut échanger assez facilement avec le patient. Des items de ce type-là, ça permet aussi de se rappeler que l'activité physique, elle n'est pas stable au cours de l'année. Et donc ça peut être intéressant d'interpeller la personne en surpoids avec qui on discute, de quand est-ce que ça change, est-ce qu'au printemps, est-ce que ça monte, est-ce que ça descend, est-ce qu'on est en hiver par exemple, on réduit beaucoup, et comment on peut compenser si ça réduit beaucoup. Donc c'est des choses auxquelles il faut penser. Le niveau d'activité physique, il évolue aussi au cours de la vie. Et donc c'est intéressant dans la discussion d'aborder les ruptures d'activité physique liées aux épisodes de vie. En général, à l'adolescence, il peut y avoir une rupture liée à l'activité physique. Mesdames dans la salle, je pense que celles qui ont eu des enfants, la première grossesse, la deuxième grossesse, à un moment donné, ça peut avoir un impact sur votre niveau d'activité physique pendant un certain temps. Un divorce, une séparation, une mise au chômage, c'est pareil, ça peut avoir des impacts. Et donc, avoir conscience de ça, c'est introduire dans sa discussion avec sur l'activité physique des paramètres un petit peu différents. S'interroger sur les raisons de ces ruptures. Là, je vous propose des petits outils simples. Le Ritchie Gagnon, qui est un petit questionnaire, qui a l'intérêt d'exister, mais le problème, c'est que c'est un questionnaire qui n'a jamais été vraiment validé, qui est très utilisé par les réseaux de santé. Je ne sais pas pour quelle raison il a pris autant d'ampleur, si ce n'est qu'il est assez simple à utiliser. Vous voyez, c'est une cotation de 1 à 5 qui permet d'établir des classes assez facilement. Ça ressemble un peu au questionnaire qu'on trouve dans Marie-Claire, mais ça a l'avantage d'être assez simple d'utilisation. J'aime beaucoup ce questionnaire qui est proposé par les Suisses, qui est un peu du même style, c'est très simple, quelques questions sur l'activité physique, les différentes, l'inactivité physique, le temps d'écran, temps assis, on cote A, B, C, puis on est plus ou moins actif en fonction du nombre de A, du nombre de B, du nombre de C, puis si vous êtes très sédentaire, il vous enlève des points de bonification d'activité physique, donc vous prenez une punition. Après, il y a les questionnaires développés par la Société canadienne de physiologie de l'exercice, sur l'aptitude physique, sur certificat médical, un pour les femmes enceintes qui peuvent être intéressants aussi, qui peuvent attirer l'attention. J'aime particulièrement ce rapide questionnaire développé par la NHS en Grande-Bretagne. C'est des croix à cocher dans les cases, donc je trouve que quand on est en entretien, mettre des croix dans des cases, ça me va assez bien. Et là, c'est un petit utilitaire qui permet très rapidement de classer de façon assez automatisée si le patient il est très actif, modérément actif, peu actif ou très peu actif. Voilà, donc il y a un outil qui existe, éventuellement qui peut être mis à votre disposition s'il y a besoin, qui a été traduit en français. La prescription de l'activité, pardon, je suis passé un peu vite. Prescription de l'activité physique dans le contexte du surpoids et de l'obésité. Là, j'aimerais qu'on reprenne un tout petit peu l'échange. Je suis passé très vite sur les outils sans vous laisser le micro, mais vous savez, depuis quelques semaines, l'amendement que j'ai appelé amendement Fourneron, puisque c'est elle qui était porteur, cet amendement 917, où on inscrit dans la loi la prescription médicale de l'activité physique. Et j'aimerais bien qu'on puisse avoir un petit échange à ce sujet-là, ce que vous en pensez. La notion de sport sur ordonnance, il y a probablement des médecins dans la salle, il y a probablement d'autres professionnels de santé ou d'autres professionnels qui ne sont pas des professionnels de santé. Et j'aimerais bien qu'on puisse échanger un petit peu sur votre avis sur l'intérêt de ce type de démarche, éventuellement les limites. Est-ce qu'il y a une personne qui aurait quelque chose un avis à donner sur le fait qu'on mette dans la loi la prescription de l'activité physique sur ordonnance, et dans le domaine de l'obésité, si ça peut éventuellement apporter quelque chose. Vous pouvez préciser un peu ? Vous êtes tous d'accord ? Est-ce qu'il y avait besoin de le faire ? Moi, je suis endocrinologue et je pense que la plupart des endocrinologues, dans la prise en charge de l'obésité, prescrivent une activité physique, si ce n'est à raison de marche, sous forme de contrat, la durée ou le nombre de pas par podomètre.
Non. Est-ce que ça peut modifier vos pratiques peut-être? Oui, moi je suis absolument convaincu que ça n'apporte pas grand-chose. Tout simplement parce que la question de la prise en charge de l'obésité, elle ne se résout pas par des prescriptions médicales. Et que dans la notion de prescription, il peut y avoir, si on y prend garde, une question de déresponsabilisation aussi des personnes. J'aurais préféré, et je préfère qu'on parle de conseils, d'incitation, d'analyse pluridisciplinaire qui conduit ensuite et qui accompagne le patient vers une activité physique. Mais c'est vrai que la notion de prescription, alors je reprends toujours mon histoire des ados, moi je travaille avec des ados à la Perreux-Cerdan, que l'activité physique soit prescrite par les médecins ne changerait rien au problème. Par contre, que l'avis médical sur toutes les implications physiques, toutes les implications santé du problème de l'obésité soient partagées par une équipe pluridisciplinaire et restituée aux jeunes, puisqu'on tente de faire en sorte qu'ils soient au maximum acteurs de sa prise en charge, ça a une efficacité. La prescription, si vous voulez, en tant que telle, ou alors il faut qu'elle soit ensuite suivie d'aide à la mise en œuvre, de remboursement, etc. Donc on part sur quelque chose qui est, à mon avis, trop semblable à ce qu'on a vécu dans pas mal d'autres pathologies. Justement, moi je pense qu'il faut une prescription. Il y en a qui font plus ou moins, mais pour information, cette prescription, c'est quoi? C'est pour qu'après ce soit gratuit, que ce soit remboursé. Ça, c'est une de mes questions. Et puis la deuxième remarque, c'est que je pense que si un médecin doit le prescrire, il réfléchira sera peut-être plus précis que de dire aux gens faites de l'activité physique. Parce que on voit des gens à qui on dit faites de l'activité physique, mais on fait quoi, combien et pourquoi? Moi, je fais, puis je suis allée sur le site de l'INSERM parce que ça m'intéresse. Donc, ils ont tout un dossier l'INSERM sur le sport, sur des recommandations. Donc, moi, ça me précise des choses. Moi, j'ai besoin de choses un peu précises et scientifiques, personnellement. Donc, résultat des courses, je peux leur dire, voilà ce que propose l'INSERM après des études pour maintenir un peu sa masse musculaire, temps d'endurance. Donc, je peux leur dire. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, il faut que vous fassiez 1000 pas, il faut que vous fassiez. Alors, peut-être que si le monsieur doit écrire, il va se demander qu'est-ce que j'écris, peut-être. Mais je ne sais pas dans quel cadre s'est fixée cette prescription. Bon, il y a des remarques intéressantes. Tout à l'heure, on a eu un certain nombre d'échanges et c'est vrai que si pour certains patients, le fait d'écrire noir sur blanc, le fait que le médecin te recommande d'eux, pour certains patients, c'est intéressant. Les commentaires qui ont été faits dans le groupe précédent, ça va un petit peu à l'encontre de la logique de l'éducation thérapeutique et de l'approche motivationnelle. C'est-à-dire que moi, je rêve du jour où le patient va rentrer dans le bureau du médecin en disant « Monsieur, prescrivez-moi 2 heures de sport par semaine, s'il vous plaît, et je vous jure, je le ferai. » Comme ça se fait régulièrement pour le... Pardon ? Ah, vous avez... Vous vouliez ? Quand on fait, moi je fais une sorte de contrat après discussion de qu'est-ce qu'on peut changer dans ce qui est fait pour dire, là, si vous marchez, je ne sais pas, simplement 10 minutes par jour, si vous passez à 20 minutes, c'est un contrat et on en discutera à la prochaine consultation. C'est pas quelque chose de plaqué, sinon ça ne marche pas. Mais voilà, alors on l'appelle prescription ou pas, ou comme on veut. Vas-y, Ariane. Oui, mais on l'appelle prescription. Oui, mais parce qu'un médecin prescrit, donc c'est le terme habituel utilisé en fait. C'est peut-être un peu trop, voilà, c'est le terme ancien utilisé. Peut-être qu'il faut faire évoluer ce terme. Moi, je voulais juste revenir sur cette histoire de loi parce qu'effectivement, loi et activité physique, je trouve ça complètement décalé. Parce que je me dis que finalement on fournit aucun moyen, les personnes qui vont prescrire sont sûrement pas formées, et que si on veut faire des lois, à mon avis, il faut faire des lois par rapport au snacking dans les supermarchés, par rapport aux devantures, et là oui, ça vaudra le coup.
mais une loi sur l'activité physique, c'est un accompagnement à l'activité physique, et je trouve que c'est vraiment hypocrite, et que le gouvernement s'attaque à un problème finalement pour éviter le lobbying de l'agroalimentaire, et je trouve ça un peu dommage, parce que je pense que quand on rentre dans un supermarché et qu'on voit en énorme snacking, grignotage, et qu'on voit les raiders et les machins, la prescription de l'activité physique, les médecins qui savent la faire la font déjà, et il reste à toucher les médecins qui savent pas la faire et les former. Je crois qu'il est là le problème. Et qui est loi, qui est pas loi, on s'en fout. S'ils sont pas formés, ils sont pas formés. Hein. Un peu pour les scolaires, hein, parce que pour revenir sur ce que vous dites, moi j'aimerais bien qu'au niveau de la loi, là, on interdise tout ce qui est snack aux abords des établissements. On travaille énormément sur la restauration collective, la mise en place des cafétérias et qui soient équilibrés, entre autres dans les lycées. Et on est cassé par tous les snacks qui débordent des établissements scolaires. Donc voilà. Bonjour, donc je suis enseignant à APA. Je voulais juste revenir sur la prescription à proprement dit des docteurs. Je trouve qu'on est encore très très méconnu de la part de l'ensemble du corps des médecins, et je me retrouve souvent confrontée à des contre-indications d'activité physique, sans savoir ce que fait un enseignant APA, et quand ils prescrivent une activité physique, ils les envoient vers un kiné et non pas un professeur. Donc un enseignant activité physique adaptée. Aussi, mais on y travaille. Enfin, du moins, au sein de mon association, on y travaille. Dans un premier temps, sur des aides à domicile, puisqu'on a agréé pour intervenir à domicile, de façon à pouvoir répondre aux personnes qui ne pourraient pas, du coup, se déplacer, puisque l'IMC, des fois, empêche la personne de pouvoir se déplacer. Et ensuite, pour la prise en charge aussi, on y travaille auprès de mutuelles. Enfin, pour la plupart, c'est les mutuelles qui nous aident à prendre en charge. Juste, on est obligé de faire un tout petit peu court. La discussion est vraiment intéressante, donc je voudrais pas la couper, mais je crois qu'il y a une autre intervention. Il y avait Valériane qui voulait intervenir. Non. Juste quelque chose. Transmets le micro. Oui, donc bonjour. Moi, je suis kiné. Et donc du coup, je travaille avec le Tottenham. On a créé un protocole de rééducation. C'est vrai que pour l'instant, on a des très bons résultats sur les personnes qui sont opérées. J'ai quelques médecins généralistes qui m'envoient des patients qui n'ont pas été opérés, qui sont en surpoids. Et je trouve, on n'a jamais été copains, les kinés, les APA, et c'est le moment de le devenir parce que c'est pas tous, mais la plupart. Mais je trouve vraiment que c'est le moment de devenir parce que nous, on les voit vraiment au début, on les aide. Souvent, ils ont mal partout, ils ont mal au dos, ils ont mal aux genoux. Donc, on fait pas que du réentraînement à l'effort, que de la réadaptation à l'effort. On leur traite les genoux, on leur traite tout ce qui leur font mal. Mais après, c'est pas du terme éternel, les séances de kiné. Une fois que ça s'arrête, c'est vrai qu'il faut les renvoyer vers vous. Parce que nous, déjà, on n'a pas la capacité d'accueil pour voir tout le monde. Et pourtant, il faut qu'ils continuent l'activité physique. Et c'est plus une aide. Après, au niveau de la prescription, il y a eu... la CPM nous a envoyé un mail il n'y a pas longtemps. C'est en fait, la prescription de rééducation, réadaptation à l'effort n'est pas prise en charge par la Sécu. Donc, c'est vrai que sur... c'est là que le problème, mais parce qu'en fait, il n'y a pas de cotation. C'est vrai que le problème de l'obésité est relativement neuf, donc c'est vrai qu'il n'y a pas de cotation encore qui ont été faites. Ça va sûrement être fait. Pour l'instant, nous, on les prend on les voit en fait en rééducation de leurs genoux, et après, une fois que ça commence à aller mieux, on fait de la réadaptation à l'effort. Après, c'est un petit peu moi, je travaille dans un centre de rééducation, donc c'est vrai qu'on a énormément de matériel, on a l'espace,
on est plusieurs à travailler ensemble, donc c'est ce qui nous permet aussi de pouvoir passer plus de temps avec certaines personnes et moins de temps avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément besoin. Je pense qu'un cabinet libéral classique, les kinés peuvent pas se le permettre parce que ils n'ont pas le matériel ou ils n'ont pas l'espace tout simplement. Merci beaucoup pour cette intervention. Moi, je vous rejoins pleinement sur les collaborations étroites qu'il faut qu'on établisse sur ces programmes-là entre les différents professionnels. Les médecins d'un côté, les kinés de l'autre, les enseignants APA par ailleurs. Moi, je mettrais bien dans la boucle les psychologues, les assistantes sociales, les éducateurs spécialisés, les enseignants. Vous voyez, il faut vraiment qu'il y ait un réseau qui se constitue autour de cette problématique-là. Par rapport au problème que vous souleviez, et je fais assez vite là-dessus, la précarité d'un certain nombre de personnes en problématique de surpoids, elle est importante. On sait qu'il y a plus de gens en surpoids ou obèses dans les populations vulnérables. C'est un vrai problème. Parce qu'effectivement, un intervenant de qualité qui est formé à Bac+5, il faut aussi qu'il gagne sa vie, et que s'il est en libéral, lui, il n'a pas du tout d'actes qui sont cotés, donc le problème il est résolu, mais il faut qu'il gagne sa vie quand même, donc il y a un coût. Et si effectivement les collectivités ne prennent pas en charge, à un moment donné, des programmes qui intègrent l'ensemble des professionnels susceptibles de mobiliser le patient, avec une prise en charge qui soit prise en compte par la collectivité, je parlais tout à l'heure avec le responsable de Croque Santé de Béziers. Manifestement, Croque Santé Béziers a compris que sur un financement de collectivités territoriales ou d'agences ou un financement public, l'intégration d'un professionnel en APA a optimisé les résultats qu'ils avaient depuis des années. La participation collective d'un diététicien, d'un psychologue, d'un médecin spécialisé dans l'obésité de l'enfant, adossé à un service municipal des sports, à un enseignant APA, on optimise le truc. Et finalement, pour le patient, ça coûte rien. Mais le truc, c'est qu'il faut qu'à un moment donné, la politique locale et nationale aille dans ce sens-là. Or, pour répondre à la question qui a été posée tout à l'heure, Madame Fournéron a très clairement précisé que l'amendement ne donnerait pas de remboursement pour un club sportif par la sécurité sociale. À l'heure actuelle, je pense que c'est clairement indiqué. Je vous invite à aller sur le blog de Valérie Fournéron où elle fournit un certain nombre d'informations. Je m'excuse de devoir avancer pour laisser la parole à mes deux collègues. Vers où on oriente? C'est une grosse question toujours. Quand on veut que le patient il fasse plus d'activités sportives, il y a l'offre fédérale et commerciale qui peut correspondre à un certain nombre de personnes. L'offre scolaire et périscolaire, je trouve qu'on l'oublie beaucoup trop. Les enseignants d'éducation physique ont un potentiel d'action en termes d'intervention, d'activité physique et sportive auprès des collèges et des lycées qui est important. Ils ont la possibilité depuis un certain nombre d'années d'adapter l'enseignement et d'adapter l'évaluation pour tout ce qui est brevet des collèges et baccalauréat. Et il faut en profiter pour que cette offre d'éducation physique elle soit plus ouverte aux enfants en situation de surpoids ou aux adolescents en situation de surpoids. Parce que c'est là que se joue l'avenir en fait. Si l'enfant il a pris à l'école l'habitude de... Après, on a l'offre territoriale qu'il ne faut pas oublier. Les municipalités, les collectivités territoriales, les communautés de communes, les agglos et tout ça ont des éducateurs sportifs qui peuvent éventuellement prendre en charge une partie des publics. L'offre en activité physique adaptée, je pense qu'elle n'est pas assez valorisée sur le territoire non plus. Et c'est pour ça que je donnerai la parole tout à l'heure à deux enseignants APA sur deux structures différentes. Parce que elle a besoin de se développer. Et puis il y a l'offre médicalisée dont vous parliez tout à l'heure qu'il faut qu'on arrive à structurer également. Je peux juste terminer la diapo? Tout ça, alors bien évidemment je vais défendre la chapelle de laquelle je suis issu, mais un enseignant en APA, ça n'existe que parce que c'est formé quelque part. Alors je l'ai dit tout à l'heure, la formation c'est les universités. Il y a des représentants de l'université de Montpellier ici dans la salle. Que je salue au passage. Il y a, sur le territoire du Languedoc-Roussillon, il y a deux formations STAPS qui forment des APA, ça fait erreur de ma part, Alain tu me dis si je me trompe, Montpellier et la délocalisation de Perpignan à Font-Romeu. On a ici dans la salle quelqu'un sur Rodez également, mais je suis plus certain de la localisation géographique de Rodez. Ah oui, bientôt, voilà. C'est ça. Bon, donc la formation elle est importante. Il faut que dans les formations initiales et continues, on continue à sensibiliser les enseignants en activité physique adaptée à la problématique du surpoids, de l'obésité, pour que ces gens-là sortent de l'université avec des compétences sur ces domaines-là. Votre question c'était? Oui.
Ça, c'est très dépendant des communes. Chaque commune est libre de mettre en place en fonction des moyens disponibles, en fonction des dispositifs, en fonction des infrastructures. Non. Donc vous pouvez avoir un enfant qui fait 5 fois du théâtre dans la semaine, si le souhait de l'enfant est celui-là.